Bonjour à tous et bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un tag de mi-année, un bilan voilà, de cette mi-année. J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, je vous avoue, vu que je fais mes récaps trimestriels. Je vous mets d'ailleurs celui du deuxième semestre juste ici. Mais en voyant les vidéos des copains, j'ai eu envie de la faire quand même. Je fais donc une petite entorse à je ne ferai plus de vidéos facecam, je les ai toutes tournées. Bon bref, on s'en fout, si j'ai envie de le faire, je le fais, c'est le plus important, voilà, c'est que j'ai envie de le faire. Donc je l'ai rajouté au planning et j'ai pris le Media Focus Book Tag que j'ai déjà fait et j'ai mixé un petit peu les questions, j'en ai enlevé, j'en ai rajouté, enfin j'ai fait ma tambouille. Par exemple, le nouveau crush littéraire, j'ai hyper rarement des crushs littéraires. Ça m'arrive d'avoir, et c'est très rare, des crushs télévisuels. Je pense notamment à Henri Cavill. Je pense que vous m'en avez tous entendu beaucoup parler déjà. Mais c'est vrai que j'ai très peu de crushs littéraires. Enfin, c'est pas quelque chose qui me parle. Et du coup, j'ai complètement enlevé cette question. J'en ai rajouté d'autres. Bref, du coup, j'ai vraiment fait ma tambouille. C'est pour ça que je l'appelle plutôt, à l'instar de ma copine Manon de Vibration Littéraire, bilan de mi-année. Donc, bah, let's go, hein, j'ai envie de dire. On va commencer par une question classique. Combien de livres j'ai lus depuis le début de l'année jusqu'au jour où je tourne cette vidéo? Et bien tout pile 70. Voilà, alors là au jour où je tourne on est le 16 ou 17 juillet, donc on a passé les 6 mois, mais quand même c'est pas mal. Je crois mon goal sur Goodreads c'est 130 livres, je crois. Je suis au-dessus des stats, se marquer, ils nous le disent, hein, vous êtes tant de livres dessus, tant de livres en dessous. Moi je crois que je suis 1 ou 2 livres au-dessus de ce qu'il faut pour que, en gros, si je continue sur ce rythme, j'arrive à l'objectif que je m'étais fixé. Mais du coup voilà, 70 livres lus, de bonnes lectures, peu de coups de cœur. Je vais pas vous mentir, cette année il y a peu de coups de cœur. Alors est-ce que c'est parce que je deviens difficile? Est-ce que c'est parce que mon mental n'est pas forcément au meilleur endroit? J'ai beaucoup de changements, beaucoup de contrariétés. Et du coup, est-ce que ça a impacté mes lectures? Est-ce que je me suis trop mis la pression? Du coup j'ai moins apprécié, je ne sais pas. Mais il y a très peu de coups de cœur. Par contre, il y a eu du bon. Il y a eu aussi des abandons cette année, à l'instar de l'année dernière, j'abandonne plus facilement, donc je suis très contente. Je vous reparlerai des abandons dans le bilan de l'année, parce que là j'en suis à 6 je crois, donc je ferai un récap à la fin de l'année, c'est pas le sujet. 70 livres ça peut paraître énorme, mais pour moi c'est tout à fait normal. Pour tout vous dire, je me suis mis un objectif un peu moins élevé que l'année dernière, qui est l'année dernière j'avais 150 comme objectif. Donc voilà, pour moi c'est cool. Meilleure suite de saga, alors là, je vous en ai un tout petit peu parlé dans mon vlog 2 de l'été, mais c'est Les Aventuriers de la Mer. Robin Hobb, encore une fois. Est-ce que Robin Hobb est dans tous mes questions un peu comme ça de bilan de fin d'année, de milieu d'année? Oui, puisque de toute façon c'est mon autrice préférée, c'est mon univers préféré. Les Aventuriers de la Mer, c'est un cycle qui se passe après le premier cycle de l'Assassin Royal. Si jamais vous êtes perdu sur l'ordre de lecture de cet univers, je vous ai fait une vidéo explicative avec plusieurs ordres de lecture selon ce que vous cherchez à lire dans cet univers. Donc voilà, si jamais vous êtes perdu, il y a la petite vidéo d'information. Et du coup bah, c'est le second cycle, j'en suis au tome 6 qui correspond à la fin du tome 2 en version originale, puisqu'ils ont fait du n'importe quoi, les éditeurs français ils ont tout découpé alors que ça servait à rien. Et du coup j'adore, je passe un excellent moment, c'est hyper immersif, alors c'est moins qualitatif, non je dirais pas qualitatif, mais c'est moins émotionnellement impactant pour moi que l'Assassin Royal, parce que l'Assassin Royal vraiment les personnages, voilà, tout me ravit, tout est un 1000 sur 10. Là c'est très bon, mais c'est un peu en dessous de l'Assassin Royal. Du coup j'apprécie, mais je suis pas autant attachée aux personnages et à leur histoire. Mais c'est exceptionnel. La force de Robin Hobb, c'est l'écriture de ses personnages, et franchement ils sont exceptionnels, et elle peut vous faire adorer un personnage que vous détestiez 2 romans avant, comme ça, hyper facilement. Donc bah vraiment en meilleure suite, aucune question ne s'est posée pour savoir ce que j'allais mettre dans cette catégorie, je vous rassure. Ensuite il était question d'une nouvelle sortie que je n'ai toujours pas lue, et là je vais vous mettre quelque chose que je vais lire cet été, c'est obligatoire, puisque c'est une de mes autrices de romance préférées, et vous le savez la romance c'est pas hyper mon truc, donc quand j'aime bien une autrice de romance, voilà. Il s'agit évidemment de Love Theoretically de Ali Hazelwood, publié chez Hauteville dans l'édition collector, parce que j'adore l'autrice, parce que j'adore ses romans, donc pour le coup, vous avez les 2 autres qui sont juste là, pour le coup c'est un livre que je
trouve normal pour moi de m'acheter en collector. Je vous avais parlé plusieurs fois du fait que j'achetais de moins en moins de collector parce que maintenant il y en a partout, parce que c'est plus un objet de collection dans un sens et parce que je m'étais fait avoir en achetant des collectors de livres que je n'aimais pas. Maintenant je n'achète que les sagas que j'adore, les auteurs que j'adore et je me fais quelques petites folies de temps en temps, mais principalement ça reste soit des auteurs soit des sagas que j'aime beaucoup déjà ou dont je suis sûre que je vais aimer parce que par exemple je regarde beaucoup de youtubeurs anglophones et je sais qu'il y en a avec qui j'ai exactement les mêmes goûts et s'ils ont adoré et que l'histoire me paraît hyper chouette de son synopsis, je vais peut-être aller acheter le collector. Mais je me suis vachement réfrénée. Ce qui fait que du coup, bah ça c'est une sortie que vraiment j'ai très hâte de lire. C'est une romance qui se passe dans un milieu universitaire et scientifique. Et comme tous les romans d'Ali Hazelwood, à mon avis, je vais me régaler. La sortie que j'attends le plus cette année, et j'avoue que c'est un peu difficile comme question, parce que souvent, on va dire que les livres en VF sont annoncés 1 mois, 2 mois grand max avant. Et du coup, les grosses sorties sont pas hyper annoncées à l'avance. Et à part des suites de sagas que j'aime bien, mais là j'ai pas trouvé comme ça dans ma tête un truc qui me venait spontanément sur une suite de saga dont j'attendais absolument la suite parce que soit je suis pas à jour dans la saga, soit voilà, ce sera peut-être l'année prochaine, soit c'est pas quelque chose que j'ai envie de lire hyper rapidement. Je pense notamment par exemple au tome 4 de Mémoire de la forêt qui va se passer au printemps et pour moi, ouais ok c'est une sortie que j'attends mais je la lirai pas avant le printemps prochain donc c'est pas forcément quelque chose qui pop dans ma tête. Par contre en VO, il y a le 3e et dernier tome de la saga Belladonna qui va sortir en fin d'année, je crois que c'est novembre, et que je devrais recevoir du coup dans la foulée parce que ou alors il va sortir cet été et ma précommande est prévue pour novembre. C'est peut-être ça parce qu'avec les Fairyloot il y a toujours un délai entre la date de publication et la réception du roman, donc je crois que c'est ça, ça sort en août il me semble et on le reçoit en novembre, quelque chose comme ça. Et ça j'ai très hâte parce que c'est une saga que j'aime beaucoup, c'est écrit par Adeline Grace, c'est publié en français chez De Saxus, mais moi je la lis version anglaise Fairyloot et vraiment ça a été une surprise cette autrice parce qu'elle avait fait une duologie sur le trône des 7 îles, je crois que c'était le trône des 7 îles, que j'avais détesté, j'avais même pas continué, j'avais trouvé ça vraiment médiocre et elle a tout retourné mon cerveau avec la saga Belladonna parce que je l'ai trouvée excellente. Alors objectivement c'est pas la meilleure mais vraiment j'ai un plaisir de lecture sur cette saga qui est énorme et du coup j'ai très hâte d'avoir le 3e tome dans mes mains. On va passer à la prochaine question et je crois que je ne l'ai déjà plus dans ma bibliothèque. Il s'agit de ma plus grosse déception et ce fut la suite d'All of Us Villains, donc la malédiction des 7, écrit par je sais plus, Amanda Foody et je sais plus qui, publié chez Milan. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. On est dans un espèce de tournoi entre Hunger Games et pas Harry Potter mais voilà il y a des sorciers, il y a des mages et en fait c'est des familles qui doivent se battre à mort pour avoir la main mise sur la magie pendant toute une génération. Le pitch était pour moi, le premier tome j'avais bouffé, mais j'avais bouffé, je l'avais acheté, je l'avais commencé, je l'avais terminé en 48 heures, je l'avais adoré et ce deuxième tome j'ai vraiment eu du mal, j'ai trouvé qu'il était très long pour pas grand chose, qu'il y avait des choses qui sortaient d'un chapeau de nulle part, des romances qui sortaient vraiment de nulle part et j'ai pas apprécié ma lecture, c'était pas nul mais c'était très décevant, voilà c'était très décevant et je pense que c'est ma plus grosse déception parce que je m'attendais à adorer et j'ai pas passé un bon moment de lecture. Après voilà, c'est pas le pire livre que j'ai eu. Par exemple, j'aurais pu vous dire A Tempest of Tea d'Afsa Faizal, mais en fait c'était pas du tout une déception parce que je m'attendais... J'espérais me tromper mais je m'attendais à pas aimer parce que j'avais pas du tout aimé sa première duologie, mais je m'étais dit oh pense à Adeline Grace, peut-être que tu vas aimer sa nouvelle publication. En plus le livre était très beau et c'est vraiment, j'ai abandonné au bout de 50 pages. Prochaine question, ma plus grosse surprise. Alors je vais vous montrer un livre pas que je ne pensais pas aimer mais que je pensais juste apprécier et que j'ai surkiffé. Je n'ai pas encore le retour nécessaire pour vous dire s'il va faire partie de mon top de l'année parce que je l'ai lu très récemment. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans le 2e vlog lecture estivale, encore une fois. Mais j'ai été hyper surprise parce que je m'attendais pas à cette dynamique, je m'attendais pas à cette façon de narrer et je m'attendais pas à être aussi emballée pour ce roman. Il s'agit de Personne n'est censé mourir pendant ses vacances n'était censé mourir pendant ses vacances de Catherine Mack, publié chez Cherche Midi. C'est un roman très satirique où on va suivre une jeune femme qui retourne en Italie 10 ans après avoir rencontré un détective un peu
un peu à la James Bond, qui lui a fait vivre une aventure de fou et du coup elle en a fait un roman et depuis elle a écrit 10 livres. Sauf que ce fameux monsieur, il lui tape sur le système parce qu'il lui fait du chantage pour avoir des sous et en gros pendant ce voyage un petit peu de presse, elle essaye d'écrire un roman pour tuer son personnage. Sauf que ce monsieur lui dit que apparemment on essaierait pour de vrai d'attenter à sa vie. Et c'est comme ça que va commencer toute l'histoire. C'est un roman très drôle, très satirique, rempli de pop culture. Il y a des références à Taylor Swift, à Bridgerton, il y a des références à TikTok, à Canva, enfin voilà, à plein de choses. Et j'ai trouvé ça très frais, très drôle, sans être too much. Et en plus, il y a quelque chose de fabuleux qui ne plaira pas à tout le monde, mais que moi j'ai adoré. C'est les notes de bas de page, satiriques au possible. Vraiment, c'est ironique, satirique, tout ce que vous voulez. Et moi, je trouve ça tellement drôle. Je me suis poilée tout... J'ai ricané vraiment tout du long. Et j'ai passé un excellent moment de lecture. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une surprise. C'est que je m'attendais à un Cozy Mystery un peu classique. Et en fait, vraiment, j'ai passé une tranche de rigolade. J'ai passé un moment hyper joyeux, hyper sympa. Ça m'a vraiment sorti de ce qui se passait à ce moment-là dans ma vie parce que j'étais hyper fatiguée du boulot, j'avais beaucoup de travail, beaucoup de pression et ça m'a fait vraiment du bien, donc meilleure surprise de l'année. C'est une saga d'ailleurs et le tome 2 va être bientôt publié mais on n'a pas encore la date de publication. Ensuite, en nouvel auteur chouchou, d'habitude je mets un auteur que j'ai découvert cette année. Ça aurait pu être Ariel Holz parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Runborn, mais je n'ai lu qu'un livre de cet auteur et du coup est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un nouvel auteur chouchou alors que je n'ai lu qu'un livre. Par contre, il y a une autrice dont j'avais lu un seul livre et dont j'en ai lu 3 cette année et que j'aime beaucoup. Il s'agit de Michiko Aoyama, donc ce sont des romans qui sont publiés chez Nami. C'est de la littérature asiatique et c'est toujours des tranches de vie toutes douces, toutes mignonnes, toutes réconfortantes. Et je passe toujours un très bon moment dans ces romans. Alors c'est pas les meilleurs romans du monde, mais c'est ce qu'il vous faut quand vous avez besoin d'un peu de... ouais, de gaieté, de réconfort, d'une petite bulle de douceur en fait tout simplement. Donc là je vous tiens le dernier que j'ai lu qui est La forêt au clair de lune. Et en plus j'ai lu Un lundi parfait matcha et La bibliothèque des rêves secrets. Là je suis à jour sur ces publications, c'est bon. Mais du coup vu que j'en ai lu 3 et que j'aime beaucoup cette autrice, même si c'est pas mon autrice préférée, je pense qu'elle a sa place dans cette question. J'ai aussi squeezé le nouveau personnage préféré parce que encore une fois, je pense que je lis tellement de livres que j'ai du mal à... Voilà, j'aurais pu parler des aventures de la mer, mais en fait ils font pas le figure par rapport à la Saint-Royal. J'aurais pu parler d'une personne qui est dans The Crimson Moth, qui est juste là, de Kristen Ciccarelli, mais je l'ai bien aimé, mais voilà, c'est pas non plus waouh. Et je pense que j'ai très peu de personnages préférés, et du coup c'est assez rare que ça arrive et pour l'instant j'en ai pas à vous présenter, donc je skip cette question et je vais vous parler d'un livre qui m'a fait pleurer. Ai-je vraiment besoin de préciser pourquoi? Ça a été ma première lecture de l'année, j'ai pleuré comme un bébé, voilà, comme une madeleine. C'est le 3e tome de Mémoire de la forêt, c'est une saga que j'adore, qui est faite pour les enfants mais qui peut être tout à fait lue par un adulte puisqu'elle a une double lecture, une lecture pour les enfants, une lecture pour les adultes, qui est d'ailleurs vachement plus forte pour les adultes, je trouve, c'est encore plus poignant et encore plus dévastateur. Et ce 3e tome était très bon, pas à la hauteur des 2 premiers, mais très bon et il m'a fait pleurer comme une madeleine. J'ai absolument très envie de lire le tome sur le printemps qui viendra clôturer la saga et en même temps pas du tout envie que ça se termine parce que c'est une saga tellement belle que voilà, elle m'a fait pleurer comme un bébé. Ensuite on va passer au plus beau livre de ma bibliothèque et c'est un livre qui va être traduit en français mais que j'ai DNF et que je n'ai pas aimé. Mais il est si beau que je veux pas le vendre. Donc je pense qu'il mérite sa place de plus beau livre de ma bibliothèque de cette année. Il s'agit de A Fragile Enchantment d'Alison Saft, celle qui avait écrit La chasseuse et l'alchimiste, je crois. On est sur une espèce de Loki fantasy inspirée de l'univers de Bridgerton et ça avait tout pour me plaire. Mais qu'est-ce que c'était long et concon et... Enfin bref, j'ai pas du tout accroché, vraiment pas du tout. Par contre le livre est absolument magnifique, la couverture, la tranche, façon, voilà, Angleterre, vieille Angleterre, les end pages, mais alors, le clou du spectacle, mes amis, c'est ça, regardez-moi ça, il est absolument incroyable. Donc c'est donc le plus beau livre que j'ai récupéré cette année, qui garde une place de choix dans la bibliothèque, même si je l'ai pas du tout aimé. Voilà, c'est assez rare, il y en a un deuxième que j'ai gardé, je crois que c'est, en français je crois que c'était La fiancée du dieu de la mer. C'était publié chez Lumen, j'ai la version Fairy Loot, elle est magnifique, j'avais détesté.
Enfin j'avais pas détesté mais j'avais pas apprécié plus que ça. Et je l'ai gardé parce qu'il était magnifique et celui-ci aura le même destin. Ensuite, il est question de mon livre préféré pour le moment et il est juste là. Il s'agit de Rendez-vous sur l'île de l'horloge de Meg Shaffer. C'est pour le moment mon livre préféré de l'année. C'est un roman qui va énormément nous faire penser, nous adultes, à quand on était gamin et qu'on lisait assidûment Harry Potter, Peggy Sue, les romans de Pierre Bottero, voilà ce genre de choses où on attendait avec avidité la sortie du prochain tome parce qu'on était enfant et qu'il n'y avait pas beaucoup de choix, mais quand il y avait des bonnes sagas on s'y accrochait, on était comme ça, on était à fond, on avait trop hâte. Et c'est un petit peu ce que m'a fait ressentir ce roman, puisque on va suivre Lucy qui petite était fascinée par la saga de l'île de l'horloge de Jack Matherson et en fait elle était allée même sur l'île à un moment parce que ça allait pas dans sa vie pour demander de l'aide à cet auteur qui est un peu un riche mécène qui a toujours vécu un peu en solitaire sur son île et qui a qu'une envie, c'est d'aider ses enfants qui comptent énormément pour lui même s'il les connaît pas plus que ça parce que bah il se reconnaît en eux et il reconnaît ses personnages surtout en ses petits enfants parce qu'il y en a eu plusieurs qui sont venus lui demander conseil et donc des années après on va suivre cette jeune femme qui fait face à des problèmes dans sa vie et surtout des problèmes financiers qui l'empêchent d'adopter un petit garçon qu'elle aimerait adopter avec qui elle a une relation hyper mimi et va se dérouler une chasse au trésor auquel elle est invitée avec d'autres enfants qui eux-mêmes étaient aussi allés sur l'île quand ils étaient petits pour en fait résoudre plein d'énigmes qui sont un petit peu le cœur de la saga et potentiellement remporter le dernier tome qui n'a jamais été publié pour en faire ce qu'ils veulent en gros. Et elle se dit que si elle pouvait le remporter, elle pourrait le revendre, le lire avec le petit garçon qu'elle va adopter et le revendre pour pouvoir avoir une meilleure situation financière, une meilleure situation personnelle et du coup prétendre à l'adoption. En gros c'est ça l'histoire. Et en fait au-delà de nous replonger nous lecteurs dans voilà ces moments où on attendait avec avidité la suite de notre saga préférée et qui je trouve était encore plus prenante que maintenant adulte parce qu'on a peut-être un peu plus de retour sur les choses, qu'on a peut-être plus de... Je sais pas, on sait comment est fait la vie, on a des problèmes, faut payer les factures, faut faire ci. Alors qu'enfant il y a vraiment cette innocence qui fait qu'on est juste trop impatient d'avoir la sortie, on demande à nos parents s'il te plaît tu peux aller nous l'acheter, voilà. Je trouvais que ça avait cette innocence, cette impatience qu'on n'a plus vraiment en tant qu'adulte, on l'a encore mais pas à ce point là. Et au-delà de nous replonger là-dedans, c'était un roman avec des relations entre personnages qui étaient adorable, qui était belle, qui était bien faite, qui était attendrissante et j'ai juste passé un excellent moment sur ce livre, vraiment je me suis régalée de A à Z, j'avais envie d'être sur l'île de l'horloge, j'avais envie de faire ces enquêtes, de résoudre toutes ces énigmes, d'être auprès de ces personnages, vraiment c'est un roman qui m'a touchée et dont je me souviendrai je pense un petit moment. Donc voilà, je vous le conseille très vivement et je n'ai pas fini de vous en parler, celui-là c'est sûr, il atterrit au bilan de la fin de l'année. Et enfin, la dernière question que j'ai rajoutée, c'est ma dernière réception. Et du coup, la dernière réception que j'ai eue, il se trouve que c'est un service presse. Ça a failli être un tome des détectives du Yorkshire que j'avais commandé. Mais non, il s'agit de La mort de Tante Dimity de Nancy Atherton. C'est le premier tome d'une saga qui est publié chez Verso, qui est donc dirigé par Glenn Tavenek, qui était chez Cherche Midi. Et c'est le premier tome d'une saga, on a même le marque-page qui nous dit qu'en octobre on aura le deuxième tome. La première de couverture nous laisse entendre qu'il y a aussi un troisième tome en janvier qui est prévu, donc voilà, va falloir pas être en retard sur cette saga. Je compte la lire de toute façon en vlog au mois d'août, donc vous aurez très vite mon avis sur cette saga. Ici on nous dit le premier tome de la série d'enquête plus cosy que Mystery, best-seller depuis 30 ans aux États-Unis. Donc très hâte de le lire. Je vois que c'est traduit par Axel Desmoulins qui a traduit la saga Anna Swensen si je ne me trompe pas. Donc déjà je sais que je vais apprécier la plume traduction parce que quand il y a une traduction il y a forcément un changement un petit peu de plume quand même. Donc, la patte de la traductrice en tout cas je l'aime bien. Et on va suivre Laurie Shepherd qui a été en fait inondée d'histoires par sa mère sur une certaine Tante Dimity et un jour elle apprend que en fait Tante Dimity existe vraiment et qu'elle lui a confié une mission lorsqu'elle meurt, compiler des histoires qu'elle aurait écrites pour en fait les faire publier en échange d'une grosse somme d'argent. Elle va devoir aller dans les Cotswolds, c'est une région de l'Angleterre où il y a souvent des petits cottages et il semblerait que le fantôme de la Tante Dimity fasse son apparition. Je pense que ça va être un petit peu surnaturel mais peut-être pas des masses. Peut-être qu'il y aura une explication rationnelle, mais ça flirtera quand même avec le surnaturel. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a une recette. Vous
savez qu'avec moi c'est banco les recettes, je suis fan. Le livre est absolument magnifique, il est en soft touch, il est trop beau. J'adore le graphisme, voilà, je trouve qu'ils ont fait un super travail franchement. Et j'ai très hâte de le lire. C'est du cosy mystery mais plus cosy, il y a un petit peu des fantômes, il y a du thé, il y a de l'Angleterre, il y a une recette de cookies. Voilà, je suis conquise déjà alors que je ne l'ai pas lu, j'espère vraiment que je vais apprécier du coup. Et ben voilà, ça vous le retrouverez très rapidement en vlog lecture et je vous ferai même la petite recette si vous êtes gentil. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre des petits emojis tasse de thé pour la mort de Tante Dimitri vu que ça se passe en Angleterre et qu'il y a une jolie petite tasse de thé juste ici. Je vous remercie de tout le soutien que vous m'apportez vidéo après vidéo, des gentils mots que vous m'avez envoyés par rapport à mes vlogs d'été, vraiment ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.